Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, ce frisson qui vous traverse lorsque vous croyez être plus intelligent, plus fort, ou simplement au-dessus des autres? Cette impression que vous avez compris quelque chose que les autres ignorent, et que cela vous place dans une catégorie supérieure? Si c'est le cas, attention. Ce sentiment de supériorité peut être une illusion dangereuse, une prison invisible qui, au lieu de vous élever, vous enferme dans une spirale destructrice. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Crime et Châtiment, l'un des romans les plus puissants jamais écrits, pour comprendre comment Fyodor Dostoïevski a exploré ce piège fatal à travers son personnage principal, Raskolnikov. Imaginez un jeune homme brillant, mais brisé par la misère. Raskolnikov n'est pas seulement pauvre, il est rongé par un sentiment d'injustice, persuadé qu'il est destiné à quelque chose de plus grand. Et c'est là que l'orgueil le rattrape. Il développe une théorie audacieuse. Il y aurait 2 types d'hommes dans ce monde. Les gens ordinaires, ceux qui suivent les règles, et les hommes extraordinaires, ceux qui sont au-dessus de la morale et peuvent transgresser les lois pour accomplir des actes grandioses. Cette idée, séduisante en apparence, va le mener à commettre l'irréparable. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Combien de fois avons-nous nous-mêmes justifié certaines de nos actions en nous croyant au-dessus des autres? Ce que Dostoïevski nous révèle dans ce roman, ce n'est pas seulement le crime d'un homme, mais la chute d'un esprit qui se croyait intouchable. Nous allons voir comment cette illusion de supériorité devient un poison qui détruit de l'intérieur. Mais surtout, nous allons comprendre pourquoi ce message est plus actuel que jamais. Car aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, du succès rapide et de l'arrogance déguisée en confiance, nous sommes nombreux à être confrontés à cette même tentation. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de vous-même et des autres. Imaginez un jeune homme assis seul dans une chambre sombre, humide et délabrée, au cœur de Saint-Pétersbourg. Il est affamé, son esprit est en ébullition, rongé par des pensées obsédantes. Ce jeune homme, c'est Raskolnikov. Ancien étudiant en droit, brillant mais sans le sou, il se sent piégé par la pauvreté et méprise le monde qui l'entoure. Mais ce n'est pas seulement le manque d'argent qui le tourmente. Non, il est hanté par une idée, une théorie qui, selon lui, pourrait bouleverser sa destinée. Celle du grand homme. Pour lui, il existe 2 types d'êtres humains, ceux qui suivent les règles et ceux qui sont au-dessus d'elles, et il est convaincu d'appartenir à la seconde catégorie. Ce raisonnement le pousse à un acte radical, le meurtre. Il choisit une cible justifiable à ses yeux, une vieille prêteuse sur gage, une femme avare et sans scrupules qui s'enrichit sur le dos des plus démunis. Dans son esprit, l'éliminer ne serait pas un crime, mais un acte presque héroïque. Il pense qu'avec l'argent volé, il pourra se sortir de la misère et accomplir de grandes choses. Mais une fois son plan exécuté, tout bascule. Il n'avait pas prévu que la sœur de la vieille femme serait là, l'obligeant à la tuer aussi. Et surtout, il n'avait pas anticipé l'ouragan intérieur qui allait le frapper de plein fouet. Ce qui suit est une descente aux enfers psychologiques. Raskolnikov, qui se croyait froid et rationnel, commence à ressentir un malaise insoutenable. Son esprit vacille entre paranoïa et culpabilité. Chaque regard posé sur lui devient une menace. Chaque question innocente résonne comme une accusation. Il pensait être au-dessus des lois, mais il se retrouve prisonnier de son propre esprit. Ce n'est plus la police qui le traque, c'est sa propre conscience. Et c'est là que réside le véritable drame de Crime et Châtiment. Un meurtre peut-il être justifié par une grande ambition, ou est-ce le premier pas vers une destruction inévitable? Raskolnikov ne se voit pas comme un simple étudiant fauché. Il se perçoit comme un être d'exception, quelqu'un qui n'est pas soumis aux mêmes règles que le reste de l'humanité. Selon lui, l'histoire a toujours été façonnée par des hommes capables de briser les lois pour atteindre leurs objectifs. Napoléon en est l'exemple parfait. Un homme qui n'a pas hésité à faire couler le sang pour bâtir son empire. Raskolnikov est obsédé par cette idée. Si certains hommes ont le droit de transgresser la morale au nom d'un bien supérieur, pourquoi ne pourrait-il pas en faire autant? Après tout, un simple meurtre ne devrait pas faire de lui un criminel, mais plutôt un visionnaire prêt à tout pour accomplir sa destinée. C'est là que réside le cœur du dilemme moral de Crime et Châtiment. Raskolnikov croit qu'il peut tuer sans conséquence, car son intelligence et sa détermination le placeraient au-dessus des autres. Mais il commet une erreur fatale. Il sous-estime la force de la conscience humaine. Son crime ne le libère pas, il l'emprisonne. Son esprit, autrefois aussi tranchant qu'un scalpel,
devient un champ de bataille où s'affrontent la logique froide et une culpabilité grandissante. Il croyait pouvoir dominer ses émotions, mais il découvre une vérité brutale. Personne n'échappe au poids de ses propres actes. Cette idée d'homme extraordinaire trouve des échos troublants dans notre monde moderne. Combien de fois avons-nous vu des figures publiques, des leaders, ou même des personnes ordinaires justifier des actions discutables en se convainquant qu'ils servent un but plus grand? L'arrogance intellectuelle peut être un piège redoutable, car elle pousse à ignorer les conséquences humaines des décisions que l'on prend. Dostoïevski nous avertit à travers Raskolnikov. Se croire au-dessus des autres n'est pas une preuve de force, mais bien une illusion dangereuse qui peut mener à la destruction. Le moment décisif est arrivé. Raskolnikov a nourri son idée. Il l'a analysée sous tous les angles, et il est convaincu qu'il appartient à cette élite rare d'hommes capables de dépasser la morale commune. Pour lui, tuer cette vieille usurière n'est pas un crime, mais un acte rationnel, presque nécessaire. Il voit en elle un parasite qui exploite la misère des autres. En l'éliminant, il ne se débarrasse pas seulement d'un obstacle, il prouve à lui-même qu'il est un être supérieur, un homme au-dessus des lois humaines. Pourtant, quelque chose d'inattendu se produit. Au moment de l'acte, il ne ressent pas l'exaltation qu'il espérait. Pas de triomphe, pas de sensation de pouvoir, juste du sang, du chaos, et une deuxième victime, la sœur de la vieille femme, témoin involontaire du meurtre. Ce qui devait être une démonstration de force devient immédiatement un fardeau insupportable. Raskolnikov ne maîtrise plus rien. Son esprit, qui se voulait froid et méthodique, est envahi par la peur, la confusion et une angoisse qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il rentre chez lui, tente de se convaincre qu'il a bien agi, mais quelque chose s'est brisé en lui. Il croyait pouvoir tuer sans ressentir la moindre culpabilité, comme Napoléon traversant un champ de bataille. Mais il découvre une vérité brutale. Tuer un homme ne fait pas de vous un conquérant. Cela vous transforme en fugitif, même si personne ne vous poursuit encore. Ce n'est plus la police qu'il redoute, mais son propre esprit, qui commence lentement à l'étouffer. Ce moment est crucial, car il symbolise la rupture entre la théorie et la réalité. Il est facile d'adopter des idées radicales, de se convaincre que l'on est différent, supérieur, au-dessus des règles. Mais une fois confronté aux conséquences réelles, la façade s'effondre. Crime et châtiment ne se contentent pas de raconter un meurtre. Ils nous plongent dans l'esprit de quelqu'un qui croyait pouvoir tout justifier, avant de comprendre que certaines frontières, une fois franchies, ne permettent plus de retour en arrière. C'est une question que nous devons tous nous poser. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour prouver que nous avons raison? Et surtout, que se passe-t-il lorsque nous réalisons que nous avons commis l'irréparable? Dès l'instant où le crime est commis, Raskolnikov ne domine plus rien. Il pensait que la peur serait un simple obstacle temporaire, une barrière psychologique qu'il pourrait facilement surmonter. Mais il se trompe. Ce n'est pas une peur ordinaire qui s'installe en lui, c'est un poison invisible qui se propage dans chaque recoin de son esprit. Son cœur s'emballe au moindre bruit, chaque regard qu'il croise devient suspect, chaque conversation anodine semble dissimuler une accusation. Il est en liberté, et pourtant, il se sent plus enfermé que jamais. Le monde qui l'entoure ne le menace pas encore, mais il sait, au fond de lui, que ce n'est qu'une question de temps avant que son propre esprit ne le trahisse. Sa paranoïa grandit à chaque instant. Il devient imprévisible, distant avec ses proches, colérique sans raison apparente. Son ami Razumikine tente de comprendre ce qui lui arrive, mais Raskolnikov est incapable de cacher son agitation. Plus il essaie de se comporter normalement, plus il se trahit. Son esprit est piégé dans un engrenage infernal. S'il se montre trop calme, il devient suspect. S'il est trop nerveux, il attire l'attention. Et au milieu de ce chaos intérieur, un homme se dresse devant lui comme un miroir déformant, l'inspecteur Porfiri Petrovitch. Cet enquêteur intelligent ne l'accuse jamais directement, mais il insinue, il observe, il attend. Il sait que la culpabilité est une arme plus puissante que n'importe quelle preuve. Dostoïevski ne nous montre pas un criminel traqué par la justice. Il nous montre un homme qui s'autodétruit par la force de sa propre conscience. C'est ici que Crime et Châtiment se distinguent des autres récits criminels. L'histoire ne tourne pas autour de la fuite d'un meurtrier, mais autour d'un esprit qui s'effondre sous son propre poids, car la véritable punition ne vient pas de l'extérieur, elle naît de l'intérieur. Et c'est peut-être la leçon la plus troublante de ce roman. Nous ne pouvons jamais vraiment échapper à nous-mêmes. Dans cet océan de souffrance et de confusion, une lumière apparaît. Sonia, une jeune femme brisée par la misère,
contrainte de vendre son corps pour faire survivre sa famille. Pourtant, malgré cette existence impitoyable, elle incarne quelque chose que Raskolnikov ne comprend pas encore, la compassion inconditionnelle. Là où lui se bat pour prouver qu'il est supérieur aux autres, elle se sacrifie pour ceux qu'elle aime. Elle représente l'opposé absolu de sa vision du monde. Mais ce qui le trouble le plus, ce n'est pas son abnégation, c'est son regard. Un regard qui ne le juge pas, qui ne le condamne pas, mais qui semble voir au-delà de ses actes. Pour la première fois depuis son crime, il est face à quelqu'un qui ne cherche pas à le piéger, mais à le comprendre. Raskolnikov, qui se croyait fort, se retrouve totalement déstabilisé par Sonia. Il oscille entre la fascination et le mépris. Il veut la tester, la provoquer, la faire douter. Comment peut-elle croire en la bonté humaine alors qu'elle a connu tant de souffrances? Comment peut-elle pardonner alors qu'elle a tant de raisons de haïr? Pourtant, plus il tente de la pousser à bout, plus il réalise que c'est lui qui vacille. Car Sonia ne représente pas seulement la pitié, elle est le miroir de ce qu'il aurait pu être, s'il avait choisi un autre chemin. Elle est la preuve vivante qu'il existait une autre réponse à sa souffrance, une réponse qu'il a refusé d'envisager, l'humilité. Et c'est là que le plus grand paradoxe de Raskolnikov éclate au grand jour. Lui qui méprise le monde cherche pourtant, désespérément, l'approbation de Sonia. Il veut qu'elle le comprenne, qu'elle valide son choix. Mais au fond, il sait qu'elle ne le fera jamais. Pas parce qu'elle le rejette, mais parce qu'elle voit en lui quelque chose qu'il refuse d'admettre. Il n'a jamais été un homme supérieur, juste un homme perdu. Sonia n'est pas seulement un personnage secondaire dans Crime et Châtiment, elle est l'élément clé qui amorce la rédemption de Raskolnikov. Et c'est grâce à elle qu'il va finalement faire face à la vérité. Nietzsche méprisait Socrate. Une affirmation qui peut surprendre, tant le philosophe grec est souvent perçu comme l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Mais pour Nietzsche, Socrate représentait un problème fondamental. Il croyait que l'homme pouvait atteindre la vérité à travers la logique et le raisonnement. Une illusion, selon lui. La véritable force, pour Nietzsche, ne réside pas dans la persuasion intellectuelle, mais dans la capacité d'imposer sa volonté au monde. Un homme fort ne cherche pas à convaincre les autres, il agit. C'est exactement le raisonnement qui pousse Raskolnikov à commettre son crime. Il veut prouver que la raison pure peut surpasser la morale traditionnelle et les émotions humaines. Mais Crime et Châtiment nous montrent que cette vision est une impasse. Raskolnikov pense qu'il peut vivre en dehors des règles imposées à la majorité des hommes, qu'il peut fonctionner uniquement par la logique, comme un être détaché des sentiments humains. Mais ce qu'il découvre, c'est que l'être humain n'est pas fait uniquement de raison. L'angoisse, la culpabilité, la peur, toutes ces émotions qu'il croyait pouvoir ignorer, l'envahissent et le détruisent de l'intérieur. Dostoïevski apporte ici une critique directe de ceux qui pensent que la pensée seule suffit à dominer la vie. La philosophie pure, coupée de la réalité humaine, peut devenir un piège mortel. Cette opposition entre Dostoïevski et Nietzsche est fascinante, car elle pose une question essentielle. Qu'est-ce qui guide réellement nos actions? Sommes-nous des êtres purement rationnels, capables de justifier tous nos choix à travers la logique, ou sommes-nous inévitablement influencés par nos émotions, nos instincts, notre conscience morale? Raskolnikov croyait pouvoir vivre en se détachant de toute sensibilité, mais la vérité s'impose à lui. Ce n'est pas la force qui fait un grand homme, c'est l'acceptation de ses propres limites. Et c'est là une leçon qui, aujourd'hui encore, mérite d'être entendue. Raskolnikov ne croit plus aux valeurs morales traditionnelles. Pour lui, elles sont arbitraires, imposées par la société pour contrôler les plus faibles. Son crime est une tentative de s'émanciper de ces règles, de prouver qu'il peut créer sa propre morale. Mais ce qu'il ne réalise pas immédiatement, c'est qu'en rejetant ces valeurs, il se prive aussi de repères. Il pensait se libérer, mais en réalité, il se retrouve perdu, sans cadre, sans limite. Il sombre dans le chaos intérieur. Son esprit devient un champ de bataille, et peu à peu, il comprend une vérité effrayante. Un monde sans valeur fixe ne mène pas à la liberté, mais à l'effondrement de soi. Dostoïevski nous met ici face à un dilemme qui résonne encore aujourd'hui. Nous vivons à une époque où les traditions et les normes sont de plus en plus remises en question. D'un côté, c'est une avancée qui permet plus de liberté et de réflexion individuelle. Mais de l'autre, cela pose une question essentielle. Que se passe-t-il quand il n'existe plus aucun cadre moral universel?
Raskolnikov pensait pouvoir redéfinir sa propre morale, mais au lieu de devenir un homme supérieur, il devient un homme brisé. Il croyait se détacher du bien et du mal, mais il découvre que ces notions ne sont pas si facilement effaçables de la conscience humaine. C'est là l'une des plus grandes prophéties de Crime et Châtiment. Dostoïevski pressentait déjà que l'humanité serait confrontée à cette crise existentielle. Que se passe-t-il quand plus rien n'est sacré, quand chacun définit sa propre vérité? La réponse, il nous la donne à travers le destin de Raskolnikov. Un homme sans repère finit par s'autodétruire. La liberté absolue, sans aucune limite morale, n'est pas une force, mais une malédiction. Et cette réflexion, plus que jamais, mérite d'être méditée. Raskolnikov a une opportunité de s'en sortir. Son ami Razumikine, l'un des seuls personnages véritablement bienveillants du roman, lui tend la main. Il lui propose un travail honnête, une chance de reprendre pied dans la société et de se reconstruire. Mais que fait Raskolnikov? Il refuse. Non pas parce qu'il n'a pas besoin d'argent, ni parce qu'il a un plan plus efficace. Il refuse par orgueil. Accepter l'aide de quelqu'un signifierait reconnaître sa faiblesse, admettre qu'il est comme les autres, qu'il n'a rien d'un homme extraordinaire. Il préfère souffrir plutôt que de renoncer à son illusion de supériorité. Ce comportement est un exemple parfait d'autosabotage. Raskolnikov pourrait améliorer sa situation en un instant, mais il choisit délibérément de s'enfoncer dans sa misère. Il justifie son refus par des principes philosophiques, mais la vérité est plus simple. Il a peur d'admettre qu'il s'est trompé. Il préfère rester enfermé dans son idée initiale, plutôt que de reconnaître que son crime n'a servi à rien. Et c'est précisément cette obstination qui le pousse à s'isoler encore plus, à sombrer dans une paranoïa grandissante, et finalement, à précipiter sa propre chute. Dostoïevski nous montre ici une leçon universelle. Combien de fois avons-nous refusé l'aide par fierté, par peur de paraître faible? Combien de fois avons-nous choisi la souffrance plutôt que l'humilité d'accepter qu'un autre puisse nous tendre la main? Raskolnikov illustre l'orgueil dans sa forme la plus pure, celle qui détruit au lieu d'élever. Son incapacité à accepter l'aide de Razumikine est l'un des signes les plus clairs de son autodestruction. Et cela pose une question essentielle. Est-ce vraiment la société qui nous enferme, ou bien sommes-nous parfois nos propres bourreaux? Raskolnikov prétend avoir tué pour une cause noble. Il justifie son acte en affirmant qu'il voulait aider les pauvres, se libérer de la misère et accomplir quelque chose de grand. Mais est-ce vraiment la raison de son crime? Lorsque l'on creuse plus profondément, une autre vérité apparaît, bien plus troublante. Il n'a pas tué par nécessité, ni même par idéalisme. Il a tué pour lui-même, pour tester sa propre théorie, pour prouver qu'il était au-dessus des autres, qu'il faisait partie de cette élite d'hommes extraordinaires. Son crime n'est pas un acte de révolte contre l'injustice sociale, mais un défi lancé à lui-même, un pari dangereux où il joue son humanité. Et c'est précisément cette motivation qui le condamne. Car au fond, son crime n'a aucun but réel. Il n'en retire rien, ni pouvoir, ni richesse, ni même satisfaction. Tout ce qu'il gagne, c'est un poids insoutenable sur la conscience, un mal-être qui ne le quitte plus. Il voulait se sentir plus fort, mais il devient plus fragile que jamais. Il voulait prouver qu'il était supérieur, mais il se retrouve plus misérable encore qu'avant. Ce paradoxe est le cœur du roman. En essayant d'échapper aux lois humaines, Raskolnikov ne fait que s'enfermer dans une prison encore plus terrible, celle de son propre esprit. Dostoïevski nous pousse ici à une réflexion essentielle. Nos actes sont-ils toujours guidés par des motivations rationnelles? Combien de fois nous mentons-nous à nous-mêmes en inventant des justifications morales pour des décisions qui, au fond, sont dictées par l'orgueil, la peur ou le désir de validation? Raskolnikov croyait être maître de son destin, mais il réalise trop tard qu'il n'était qu'un esclave de son propre ego. Et si nous prenions un instant pour nous interroger, dans nos choix quotidiens, agissons-nous vraiment pour les bonnes raisons ou simplement pour nourrir une image idéalisée de nous-mêmes? Raskolnikov se croit supérieur aux autres. Il est persuadé que son intelligence et sa vision du monde lui permettent de se placer au-dessus de la morale commune. Pourtant, un paradoxe éclate rapidement. S'il est réellement au-dessus des autres, pourquoi cherche-t-il autant à être reconnu? Pourquoi a-t-il besoin que Sonia, cette jeune femme qu'il méprise en apparence, valide son existence et comprenne son crime? Ce besoin désespéré d'approbation révèle une faille fondamentale dans sa théorie. Un véritable homme extraordinaire ne devrait-il pas être indifférent au jugement des autres? Au lieu d'être un être souverain, détaché des conventions sociales,
Raskolnikov est en réalité prisonnier de son propre regard sur lui-même. C'est là tout le génie de Dostoïevski. Il met en lumière une vérité universelle. Beaucoup de gens qui se croient supérieurs, qui affichent une arrogance froide et une apparente indifférence au monde, sont en réalité profondément insécures. Ils méprisent les autres, mais recherchent en secret leur reconnaissance. Ils se disent au-dessus des règles, mais sont obsédés par la façon dont ils sont perçus. Raskolnikov ne fait pas exception. Il veut être un grand homme, mais il est incapable d'affronter la solitude absolue que cela implique. Son orgueil l'empêche de se voir tel qu'il est réellement, non pas un génie incompris, mais un homme brisé, en quête d'un sens qu'il n'a jamais trouvé. Cette contradiction est au cœur de nombreuses illusions humaines. Qui n'a jamais voulu prouver qu'il était spécial, unique, différent des autres? Qui n'a jamais ressenti ce besoin de reconnaissance, même en prétendant s'en moquer? Crime et châtiment nous confrontent à cette vérité dérangeante. La grandeur véritable ne réside pas dans le mépris des autres, mais dans la capacité à se voir tel que l'on est, sans artifice, sans mensonge. Et c'est précisément ce que Raskolnikov refuse de faire. Du moins, jusqu'au moment où la réalité finit par le rattraper. Raskolnikov pensait que la culpabilité n'était qu'une construction sociale, une illusion réservée aux hommes faibles. Il croyait que s'il était vraiment un homme extraordinaire, il pourrait tuer sans ressentir le moindre remords. Mais plus les jours passent, plus son crime devient un poids insoutenable. Il est en liberté, et pourtant, il se sent comme un prisonnier. Chaque regard semble une menace, chaque bruit lui donne l'impression d'être suivi. Il ne dort plus, il ne mange plus. Il erre dans les rues de Saint-Pétersbourg, comme une âme en peine. Ce n'est plus la police qui le traque, c'est sa propre conscience qui l'écrase de l'intérieur. Alors, peu à peu, une idée s'impose à lui, l'aveu, mais pas pour échapper à la prison ou obtenir une réduction de peine. Non, ce qu'il cherche, c'est autre chose. Il comprend que tant qu'il gardera son crime en lui, il ne connaîtra jamais la paix. Il doit se libérer, non pas de la justice, mais de lui-même. Et c'est précisément ce que Dostoïevski illustre avec une puissance rare. Parfois, le châtiment n'est pas une punition, mais un soulagement. L'aveu devient une délivrance, la seule issue pour échapper à la torture mentale qui le consume. Le jour où il se rend enfin à la police, il ne le fait pas comme un criminel acculé, mais comme un homme qui accepte enfin la vérité. Il a cru pouvoir vivre au-dessus des lois, mais il découvre qu'il n'est pas un surhomme, juste un être humain. Son aveu n'est pas une défaite, c'est le premier pas vers sa rédemption. Et cette scène, aussi simple soit-elle, porte en elle une leçon universelle. Nous pouvons fuir la justice, mentir aux autres, mais nous ne pouvons jamais nous cacher de nous-mêmes. Un poids porté trop longtemps finit toujours par nous écraser. La prison n'est pas la fin pour Raskolnikov, c'est le début d'autre chose. Pendant longtemps, il a refusé de reconnaître la moindre faute, se persuadant que son crime était justifié, qu'il n'avait pas besoin de rédemption. Mais lorsqu'il se retrouve en Sibérie, isolé du monde, quelque chose commence à changer en lui. Ce n'est plus la peur qui le ronge, ni la culpabilité qui l'écrase. C'est un vide. Un silence intérieur qui lui permet enfin d'entendre autre chose que le tumulte de son orgueil. Loin de la ville, loin de la société, il se retrouve face à lui-même, et il comprend une vérité qu'il avait toujours refusée. Il ne sera jamais un grand homme comme Napoléon, mais cela ne signifie pas qu'il est condamné à la misère morale. Ce qui le sauve, ce n'est pas la punition imposée par la justice, mais l'amour silencieux et constant de Sonia. Elle ne le condamne pas, elle ne cherche pas à le changer, elle est juste là. À travers elle, Raskolnikov découvre que la véritable force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans l'acceptation de sa propre humanité. Ce n'est pas le pouvoir qui sauve un homme, c'est la capacité à aimer et à être aimé, malgré ses fautes. Cette prise de conscience est lente, douloureuse, mais elle est réelle. Pour la première fois, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'est plus un homme au-dessus des lois, il est juste un homme, et cela lui suffit. C'est la conclusion de Crime et Châtiment, mais aussi son plus grand message d'espoir. Peu importe la faute, peu importe la chute, il existe toujours une possibilité de rédemption. La souffrance n'est pas une fin en soi, elle peut être un chemin. Dostoïevski ne nous dit pas que le pardon est facile, ni même qu'il est automatique. Mais il nous montre que tant que l'on est prêt à regarder la vérité en face, tant que l'on accepte d'abandonner nos illusions de grandeur, un nouveau départ est possible. Raskolnikov, celui qui voulait être un surhomme, finit par comprendre qu'être un simple homme
avec ses erreurs et ses faiblesses, est parfois la chose la plus difficile, mais aussi la plus précieuse. Dostoïevski n'a pas seulement écrit un roman sur la culpabilité et la rédemption. Crime et châtiment est bien plus que l'histoire d'un meurtrier hanté par ses actes. C'est un avertissement, un message intemporel, destiné à chaque génération qui remet en question les fondements de la morale. À travers Raskolnikov, il pose une question essentielle. Que se passe-t-il quand nous nous croyons capables de redéfinir seuls le bien et le mal? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les valeurs traditionnelles sont sans cesse remises en cause, où chacun veut être libre d'inventer ses propres règles. Mais Dostoïevski nous met en garde. Sans repère, nous risquons de nous perdre dans nos propres illusions. Le parallèle avec notre époque est frappant. L'individualisme exacerbé, la quête incessante de reconnaissance, la volonté de s'affranchir des contraintes sociales, tout cela rappelle étrangement la mentalité de Raskolnikov. Il voulait être un homme libre, il voulait échapper aux lois imposées aux hommes ordinaires, mais il s'est enfermé dans une prison bien plus terrible, celle de son propre esprit. Dans un monde où la réussite personnelle est souvent perçue comme une justification suffisante pour tout acte, Crime et châtiment nous rappellent une vérité essentielle. L'homme ne peut pas vivre en dehors de toute morale sans en payer le prix. Dostoïevski ne prône pas un retour aveugle aux dogmes religieux ou aux règles rigides du passé. Mais il nous montre, avec une acuité troublante, ce qui arrive lorsque nous laissons l'orgueil guider nos décisions. Il ne suffit pas de rejeter les anciennes valeurs pour être libre. Il faut comprendre ce que signifie être humain, accepter nos faiblesses et nos contradictions. Et peut-être, avant de vouloir tout déconstruire, devrions-nous nous demander, voulons-nous réellement un monde sans limites, ou cherchons-nous simplement à fuir nos propres responsabilités? Raskolnikov voulait être un homme supérieur, quelqu'un qui ne suivait pas les règles imposées à la masse. Il méprisait ceux qu'il considérait comme faibles, ceux qui acceptaient leurs conditions sans se révolter. Pourtant, ironie du sort, ce sont précisément ces faibles qui vont lui offrir ce qu'il a toujours cherché, la paix intérieure. Il se croyait au-dessus de l'humanité, mais ce n'est pas son intelligence ni son crime qui lui donneront du sens. Ce sera l'amour inconditionnel de Sonia, la bonté de Razumikine, et même la justice qu'il finira par accepter. L'homme qui voulait être un surhomme finit par comprendre que la véritable grandeur ne réside pas dans la force ou le mépris, mais dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à se reconstruire. C'est ici que réside la plus grande contradiction de l'illusion de supériorité. Ceux qui se croient au-dessus des autres finissent souvent par se retrouver plus seuls, plus faibles et plus fragiles que ceux qu'ils méprisent. Raskolnikov pensait que la force venait du détachement, de l'indifférence aux lois morales, mais il découvre que ce n'est qu'un mensonge. L'homme n'est pas fait pour vivre isolé, coupé des autres, enfermé dans son propre esprit. Dostoïevski nous montre avec une puissance rare que se croire supérieur n'est pas une marque d'intelligence, mais un piège, un mur que l'on construit soi-même et qui finit par nous enfermer. Cette dernière leçon de Crime et châtiment est essentielle. L'orgueil peut détruire, l'isolement peut tuer, mais l'humilité peut sauver. Raskolnikov n'est pas un monstre, il n'est pas irrécupérable. Il est simplement un homme qui s'est perdu en cherchant à prouver quelque chose qui n'existait pas. Et peut-être que c'est là la vraie morale de cette histoire. Nous passons trop de temps à vouloir prouver notre valeur aux autres, alors qu'en réalité, la seule chose qui compte, c'est d'apprendre à exister avec eux.